L'heure de lunch, donc il nous reste à peu près 1h30, 1h40 de matériel à voir aujourd'hui parce qu'effectivement, comme on prend pas de pause l'après-midi, donc on va essayer de finir le cours une 15-20 de minutes à l'avance comme on fait d'habitude. Donc, pour cet après-midi, encore des sujets d'importance, bien entendu. Donc, on va terminer le chapitre 4 en parlant de la vente d'immeubles qui se transforment en vente d'actions. Et ensuite, on va être capable d'entamer le chapitre 5 en lien avec la location commerciale. Donc, la dernière chose qui me restait en fait à vous expliquer en lien avec la vente d'entreprise, surtout en fait la vente combinée. Donc, ça peut arriver effectivement, surtout dans les cas de vente combinée où est-ce qu'on a un même propriétaire d'un immeuble et d'une entreprise, que la vente se transforme en vente d'actions. Donc, l'idée ici, en fait, qu'on veut vous amener, c'est que parfois, pour toutes sortes de raisons, ça peut être des raisons fiscales, ça peut être des raisons comptables, ça peut être des raisons légales. Donc, pour toutes sortes de raisons, c'est possible qu'au lieu de procéder au transfert d'un immeuble et des actifs de l'entreprise, qu'on veuille plutôt simplement transférer toutes les actions en circulation du propriétaire de cet immeuble-là et de cette bâtisse-là. Par exemple, dans mon exemple de dépanneur, donc si j'ai une compagnie, une société par action, donc une compagnie qui est propriétaire de la bâtisse et des actifs du dépanneur, c'est possible, après évaluation de toutes sortes de circonstances, qu'un acheteur se dise, bien, c'est peut-être plus avantageux pour moi d'acheter les actions en circulation de cette compagnie-là plutôt que de procéder à l'achat de la bâtisse et de l'entreprise. Parce que vous aurez compris que si quelqu'un achète toutes les actions en circulation d'une compagnie, ça veut dire que cette personne-là devient le seul actionnaire, va pouvoir alors faire la nomination du ou des administrateurs du conseil d'administration et donc on a un transfert complet du propriétaire de ces biens-là. Okay? Donc, au lieu de changer le nom du propriétaire sur la bâtisse et sur les actifs, derrière le rideau, je change plutôt qui est en contrôle de ces actifs-là. Donc, ça, c'est ce qu'on entend par une vente d'immeubles et d'actifs qui se transforme en vente d'actions. C'est qu'au lieu de transférer les biens eux-mêmes, on transfère le titre de propriété des actions en circulation. Donc, on change qui sont les actionnaires et par le fait même, ça donne le contrôle de la compagnie aux nouveaux actionnaires qui donc ont le contrôle sur la bâtisse et les 10 actifs. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Donc, est-ce qu'on comprend la différence entre une vente d'immeubles ou d'actifs et une vente d'actions? Excellent. Quelqu'un pourrait me donner un avantage d'une telle transaction. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un ferait le choix? Donc, je vous ai dit, ça peut être pour des raisons fiscales, comptables, légales. Donc, quelqu'un aurait une idée de pourquoi est-ce qu'on voudrait procéder, juste pour qu'on se donne un peu plus de bagage sur le sujet. Donc, les deux éléments que vous mentionnez, en fait, dans le clavardage, c'est très bon. Donc, premièrement, le fait qu'on transfère les actions, au lieu de transférer les actifs, ça veut dire qu'on n'aura pas de droit de mutation. Parce que souvenez-vous que la taxe de bienvenue, qui est payable sur le transfert d'un immeuble, ça se fait seulement lorsqu'il y a un changement de propriétaire. Alors que si on vend les actions, comme c'est en lien avec la compagnie et non pas avec la bâtisse, il n'y aura pas de droit de mutation. Donc, première chose, pas de droit de mutation si on transfère les actions plutôt que les actifs. Deuxième élément, et ça rejoint un peu cet élément-là, Sylvie, ce que vous ameniez, ça ne paraît pas, donc ça n'apparaît pas ni au registre foncier, ni au RDPRM lorsqu'il y a un tel changement. Donc, par exemple, s'il y avait des financements actifs sur cet immeuble-là ou ces actifs-là, le financement demeure valide. Par contre, sachez que dans la plupart des contrats de prêt, il y a une clause qui exige de l'emprunteur de faire part de tout changement d'actionnariat. Okay? Donc, le financement demeure en place, mais le prêteur doit être mis au courant qu'il y a un changement d'actionnariat. Mais au registre foncier et au RDPRM, aucun changement, ce qui veut dire aucun frais non plus de notaire pour procéder à ces changements-là. Donc, comme il n'y a pas de transfert de la bâtisse, je n'ai pas besoin d'un acte de vente.
Comme il n'y a pas de transfert des actifs, j'ai pas besoin d'un acte de vente pour les actifs, pas besoin de rien toucher dans les registres centralisés ou dans les registres publics. Donc, ça aussi, ça peut être un avantage. Ce qui est généralement une autre raison pour laquelle on voudrait procéder de cette façon-là, et là, ça peut être autant un avantage qu'un désavantage, c'est qu'en faisant un changement d'action au lieu d'un changement d'actif, c'est-à-dire que l'acheteur de ces actions-là va prendre en réalité les souliers de l'ancien actionnaire. Donc, au lieu d'avoir une remise à zéro, si vous voulez, du titre de propriété, donc s'assurer, par exemple, que le titre de propriété est libre de toute charge et ainsi de suite, on prend les actions dans l'état où ils sont et avec tous les droits qui y sont rattachés. Et ça, des fois, ça peut être positif. Donc, si ce que j'achète, c'est les actions d'une compagnie qui est en affaires depuis 50 ans, qui a une super belle historique, qui a en fait beaucoup voyons, je cherche un mot particulier, pas le mot historique, là, mais d'éléments positifs, je vais le dire comme ça, d'antécédents, effectivement. Donc, si l'historique est belle, ça veut dire qu'on prend aussi cette belle historique-là qui peut être très positive. Donc, ça veut dire qu'on aura peut-être un bel achalandage pour l'entreprise. On aura aussi peut-être des avantages reliés à des contrats que ça fait longtemps qu'ils sont en place, etc. Donc, on peut avoir cette positivité-là. Mais naturellement, ça, c'est un élément qui est à évaluer avant de transformer une vente d'actions une vente d'actifs, en vente d'actions. C'est que cette historique-là peut être aussi négative et ça peut généralement être une raison pour laquelle on ne voudrait pas acheter les actions. Donc, par exemple, si c'est une entreprise qui a été poursuivie en justice plusieurs fois ou qui a été l'objet de plusieurs mesures, par exemple, environnementales, ou plusieurs avis de non-conformité de toutes sortes d'institutions gouvernementales, bien là, c'est sûr que ça pourrait justifier qu'on ne veuille pas nécessairement acheter les actions de cette compagnie-là. Okay? Donc, il y a énormément de choses qui peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Là où je veux en venir avec cet élément-là, c'est que ce n'est jamais de la responsabilité du courtier immobilier de recommander une vente d'actions, ni même de participer à ce type de transaction-là. Parce que vous le savez peut-être pas, mais la vente d'actions, une action, c'est ce qu'on appelle une valeur mobilière et il existe auprès de l'autorité des marchés financiers des courtiers spécialisés en valeurs mobilières. Donc, pour faire des transactions sur le capital action d'une compagnie, si on veut retenir les services d'un intermédiaire, le seul qui a l'exclusivité de faire ça, c'est un courtier en valeurs mobilières qui a une licence de l'autorité des marchés financiers. Ce qui veut dire que si vous prenez un contrat de courtage pour la vente d'une bâtisse combinée à la vente d'une entreprise et qu'il y a un acheteur qui se présente et qui dit « ben moi, plutôt que d'acheter les deux actifs, je préférais acheter les actions. » Donc, après son évaluation à lui, ça serait préférable et avantageux d'acheter les actions. Vous ne pouvez pas continuer votre opération de courtage. Donc, si l'acheteur veut faire une promesse d'achat sur les actions de la compagnie de votre vendeur, vous devez vous retirer du dossier parce que vous n'êtes pas courtier en valeur mobilière. Donc là, ça deviendra le choix de l'acheteur et du vendeur de contracter directement entre eux. Donc, il n'y a pas de problème de vendre des actions sans l'intermédiaire d'un courtier en valeur mobilière. Mais si on veut retenir les services d'un intermédiaire, ça doit être un courtier en valeur mobilière. Et en fait, rappelez-vous que lorsqu'on fait une transaction sur les actions, il n'y a pas de changement au niveau du titre de propriété. Donc, cet immeuble-là qui appartenait à la compagnie va continuer à appartenir à la compagnie. Donc, il n'y a pas de vente d'immeuble. Ce qu'on vend maintenant, ce sont les actions en lien avec l'actionnariat de la société. Donc, le courtier en valeur mobilière n'empiète pas sur votre terrain, sur votre exclusivité parce qu'il n'y a pas de transfert d'immeuble. Mais si vous, votre transaction se transforme en vente d'actions, vous devez arrêter d'agir parce que sinon, vous allez faire de l'exercice illégal de valeur mobilière. Est-ce que ça, c'est compris? Est-ce que ça va?
Donc, s'il y a une vente d'actions, on touche au capital action du vendeur seulement. C'est la compagnie qui demeure propriétaire de l'immeuble, donc il n'y a pas de transfert de l'immeuble. Donc, votre rôle de courtier immobilier s'arrête là. Et là, la prochaine question à laquelle on va répondre, parce que ça, c'est la mise en garde que je dois vous faire une fois qu'on comprend c'est quoi la différence entre une vente d'actifs et une vente d'actions. Il faut comprendre que la vente d'actions, elle est réservée aux courtiers en valeur mobilière, mais même si vous devez arrêter d'agir dans un tel dossier, vous aurez quand même droit à votre rétribution parce que on a un jugement qui date de 1976 que l'OACQ a utilisé pour peaufiner le CCG et dans lequel on mentionne à la clause de rétribution du CCG que le vendeur vous doit à vous, courtier ou votre agence, votre rétribution dans la mesure où il y a effectivement vente de l'immeuble ou bien advenant toute opération sur le capital action du vendeur. Donc, si l'acheteur veut faire une promesse d'achat sur les actions du vendeur et que vous devez vous dessaisir du dossier, vous avez quand même droit à votre commission, même s'il n'y a pas vente de l'immeuble comme tel et que c'est une vente sur le capital action du vendeur, parce qu'il y a ce bout de phrase-là dans le CCG. Ce qui veut dire que si vous concoctez votre propre contrat de courtage pour la vente d'un immeuble commercial ou la vente combinée ou la vente d'entreprise, n'oubliez pas de mettre cet élément-là ici pour être sûr de protéger votre rétribution. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas ce bout de phrase-là à cet endroit-là, si la vente se transforme en vente d'action, ça veut dire que le vendeur ne vous devrait rien, zéro. Alors qu'avec ce bout de phrase-là, on vient protéger votre rétribution lorsqu'il y a une transformation en vente d'action. Donc, le vendeur ici va vous payer une rétribution à vous basée sur votre CCG et ce petit bout de phrase-là. Et dépendamment s'il retient ou non les services d'un courtier en valeur mobilière, c'est possible qu'il y ait aussi une commission à payer au courtier en valeur mobilière. OK? Parce que naturellement, tout comme pour la vente d'un immeuble, la vente et l'achat d'actions, ça peut être fait par les parties directement. Je n'ai pas besoin d'engager un courtier en valeur mobilière, mais si je veux le faire pour bénéficier de son expertise, naturellement que le courtier en valeur mobilière va avoir similairement un contrat de courtage dans lequel ou un contrat de prestation de service dans lequel il va établir le paiement de sa commission, mais ça sera indépendant du paiement de votre commission à vous. Donc, c'est aussi un peu pour ça que je vous disais tantôt que moi, personnellement, je trouve ça plus logique pour vous d'utiliser le CCG ou la PAG, même dans une vente combinée, en apportant les modifications nécessaires dans l'annexe G, parce que si vous concoctez votre propre contrat de courtage, il y a peut-être ce type de petites nuances-là qu'ils n'apparaîtront pas dans votre contrat de courtage et vous seriez peut-être mal protégé. Si vous tenez absolument à avoir votre propre contrat de courtage, et c'est généralement ce que les agences immobilières vont faire lorsqu'ils concoctent leurs propres documents, c'est qu'ils vont les faire réviser par un juriste qui est expert dans ce domaine-là. Donc, moi, c'est ce que je vous suggère. Si vous décidez d'être courtier à votre compte et de préparer votre propre contrat de courtage, peut-être faire valider votre contrat de courtage par un juriste pour être sûr d'être bien protégé et à partir de là, être confortable à utiliser votre propre modèle. Okay? Donc ici, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Donc, il y a deux éléments clés ici qu'on a besoin de connaître. Premièrement, le fait que lorsqu'une vente d'actifs se transforme en vente d'actions, vous n'avez plus juridiction pour agir parce que c'est du domaine réservé aux courtiers en valeur mobilière autorisé par l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers. Mais vous avez tout de même une protection de votre commission en raison de ce petit bout de phrase-là à la section 7 du CCG. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires sur cette matière-là? Comme je vous ai dit, très, très rapide, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir, étant donné qu'à partir du moment où ça se transforme en vente d'actions, ça sort de votre champ de pratique.
Donc, naturellement, que si ça vous intéresse, il faudra plutôt aller suivre les cours pour être courtier en valeur mobilière. Hein? C'est un peu ça ici qui est lié. OK? Excellent. Alors ici, ça met fin en fait au chapitre 4, donc il n'y a pas vraiment grand-chose de plus que j'ai à vous expliquer. Moi, personnellement, ce que je vous suggérerais, peut-être suite au cours d'aujourd'hui, vous pourriez peut-être utiliser le dernier 20 minutes, 20-25 minutes du cours. Je pourrais même essayer de finir le cours vers 2h35 pour vous donner un peu plus de temps à la fin du cours pour aller lire à tête reposée les clauses types ou même le formulaire type de la CAIR. OK? Donc, oui, on l'a survolé ensemble, mais c'était loin d'être une lecture détaillée. Donc, moi, je pense que ça serait très bénéfique pour vous de lire ces éléments-là à tête reposée. Vous avez deux choix, ou bien vous les avez téléchargés dans le cours d'aujourd'hui, ou bien vous pouvez aller les chercher vous-même sur Simbad. Mais dans tous les cas, moi, je pense que c'est important de lire les anciens formulaires de la CAIR pour vous donner une meilleure idée de ce que c'est que la vente d'une entreprise seule et aussi d'aller lire les adaptations que vous devez faire à votre CCG ou à votre PAG lorsque vous faites une vente combinée d'un immeuble avec une entreprise. Donc, ceci étant dit, on est maintenant prêt à passer au chapitre 5. Donc, dernier chapitre qui est à l'étude pour notre groupe. Si jamais vous avez manqué le début du cours d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'il nous reste pas beaucoup d'heures de travail ensemble. Donc, il nous reste cet après-midi. Et ensuite, il nous reste 2 cours de 3 heures. Donc, grosso modo, il nous reste à peu près 7h30 de cours. Et on va dédier cette période de temps-là au chapitre 5 parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en lien avec la location commerciale. C'est sûr, petite mise en garde avant qu'on commence le chapitre 5, la plus grande partie qu'on va passer ensemble, ça va être sur la location commerciale parce qu'on estime que si vous êtes ici dans la spécialisation commerciale, c'est que vous avez déjà passé par le programme résidentiel ou c'est quelque chose que vous faites en parallèle ou bien vous êtes déjà courtier-courtière. Donc, autrement dit, vous avez déjà un peu le volet location résidentielle de maîtriser. Par contre, on se permet quand même de faire un bon survol avec vous. Donc, au dernier cours qu'on aura ensemble le 30 janvier, on va dédier à peu près 2 heures du cours, 2 heures et quart sur la location résidentielle, juste pour faire les rappels de base, OK, être sûr que vous vous souvenez des règles et peut-être aussi mettre à jour les règles que vous connaissez parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas touché à ce matériel-là. Donc, on aura à peu près 2 heures qui va être 2 heures, 2 heures et quart là, qui va être dédié à ça dans notre dernier cours. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour le reste du cours, on va parler de la location commerciale et on va dédier le prochain cours, celui du lundi, le 23 janvier, aussi à la location commerciale. Donc, vous allez avoir au prorata plus d'heures sur la location commerciale parce que ça, c'est un sujet qui est généralement juste effleuré dans le parcours résidentiel. Donc, ça, on veut vraiment vous donner plus de détails là-dessus. Maintenant, il y a 2 choses qui vont être abordées sur le sujet de la location commerciale. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir 2 angles sur lesquels on va travailler. On va travailler l'angle notamment de l'opération de courtage location. Donc, si jamais il y a un propriétaire qui veut retenir vos services pour trouver un locataire pour son local commercial, ça, c'est le premier angle qu'on va aborder. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être courtier d'un locataire ou d'un locataire pour un local commercial? Et on va aussi aborder l'angle du contrat de courtage vente, donc du CCG, d'une bâtisse commerciale louée. OK? Donc, ça, c'est le deuxième angle qu'on va aborder. C'est quoi les règles qu'on doit utiliser? Si je ne suis pas dans une opération de courtage location, je suis dans une opération de courtage vente, mais ce que je veux vendre, c'est une bâtisse commerciale qui est louée actuellement à des locataires. Donc, on va voir qu'il y a certains éléments plus précis qu'on aborde dans ce chapitre 5. Okay? Donc, 2 angles particuliers pour la location commerciale. Quand on va arriver à la location résidentielle au dernier cours, vous allez voir que pour celle-là, le seul angle qu'on va aborder, c'est la vente d'un immeuble multilogement loué, parce que naturellement que l'opération de courtage location résidentielle, c'est réservé aux courtiers résidentiels. OK?
OK? Donc, si quelqu'un est propriétaire d'un siplex et le propriétaire est à la recherche d'un locataire pour un des appartements, on ne peut pas prendre un contrat de courtage pour ça, parce que ça, c'est un contrat de courtage location résidentielle qui appartient au courtier résidentiel et non pas au courtier commercial. Donc, le seul angle qu'on va aborder pour la location résidentielle, c'est dans le cas où on prend un CCG pour un bloc appartement qui est actuellement loué. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'on comprend les nuances de tout ce qui sera abordé dans le chapitre 5? Excellent. L'autre mise en garde que je veux faire avec le chapitre 5, bien, en fait, c'est pas tant une mise en garde que juste des concepts de base qu'on va comprendre avant de se lancer dans la matière. C'est que la location commerciale, tout comme d'ailleurs la location résidentielle, vous le savez probablement déjà, c'est déréglementé depuis 2018. Donc, suite au changement de la loi sur le courtage en 2018, l'OACIQ a retiré, en fait, le ministre des Finances a retiré le champ exclusif de la location aux courtiers immobiliers. Ce que ça veut dire, tout comme on a vu pour la vente d'entreprise qui a été déréglementée en 2010, la déréglementation de la location, ça veut dire que n'importe qui, donc un non-titulaire de permis, peut agir comme intermédiaire pour de la location résidentielle ou commerciale. Donc, ce non-titulaire de permis peut représenter un locateur ou un locataire dans le cadre d'une opération de location résidentielle ou commerciale. Naturellement, lorsque vous êtes titulaire d'un permis de l'OACIQ, ça veut dire que vous portez votre chapeau de courtier 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, vous ne pouvez pas prendre un contrat de courtage en agissant comme un non-titulaire de permis. Donc, si vous avez actuellement une licence résidentielle, un permis résidentiel, vous ne pouvez pas prendre un contrat de courtage pour de la location commerciale. Donc, vous ne pourriez pas justifier en disant « Oui, mais un non-titulaire de permis pourrait le faire. » Oui, mais vous, comme vous êtes déjà titulaire d'un permis résidentiel, votre créneau est réservé au résidentiel. Et c'est la même chose lorsque vous obtiendrez votre permis commercial. Donc, si vous réservez ou gardez seulement votre permis commercial et vous éliminez votre permis résidentiel, ça veut dire que vous ne pouvez plus prendre de dossier en location résidentielle. Seulement si vous conservez les deux permis, là, vous allez pouvoir prendre tous les dossiers que vous voulez parce que vous allez avoir la double licence. Okay? Donc, je répète, lorsque quelque chose est déréglementé par l'OACIQ, ça veut dire qu'un non-titulaire de permis peut le faire sans faire du courtage illégal, mais vous, comme titulaire de permis, vous devez vous assurer de rester dans votre champ de pratique et c'est seulement si vous avez les deux que vous pouvez faire les deux. Ça veut également dire, et surtout dans ce domaine-là, que c'est possible que vous négociez dans un dossier avec un non-titulaire de permis. Donc, si vous représentez un locataire pour un local commercial, ça se peut que votre contrepartie, le locataire, se fasse représenter par un non-titulaire de permis et que ce soit la personne avec qui vous deviez négocier. OK? Donc, ici, tout comme pour la vente d'entreprise seule, c'est possible que votre contrepartie soit un non-titulaire de permis. Par contre, vous étant titulaire de permis, vous devez vous assurer de respecter la loi sur le courtage et tous ses règlements. Donc, par exemple, si vous êtes le courtier du locataire et le locataire est représenté par un non-titulaire de permis, ça veut dire que vous avez l'obligation de vérifier l'identité du locataire. Parce que le non-titulaire de permis n'est pas tenu de respecter la loi sur le courtage ni ses règlements. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à cette personne-là d'avoir fait la vérification d'identité, ni même la vérification de capacité juridique. Donc, autrement dit, sauf pour le biais des négociations, on va quasiment traiter cette personne-là comme étant non représentée et donc devoir lui donner un traitement équitable, autrement dit.
Okay? Donc, faites attention à cet élément-là, surtout en location commerciale. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se spécialisent dans la représentation de locataires et de locataires, donc avec leur expertise, sont à l'aise de procéder dans ces transactions-là. Donc, si votre contrepartie est un non-titulaire de permis, sachez que toutes les obligations de la loi et ses règlements retombent sur vos épaules parce que vous devez suivre ces règles-là. Et en fait, Sylvie, vous demandez pourquoi est-ce que vous voudriez vous défaire du permis résidentiel et conserver le permis commercial seulement. Oui, ça peut être en termes de quotité, mais ça peut être aussi en termes de pratique parce que naturellement que si vous êtes courtier commercial, par exemple en termes de formation, vous allez avoir des formations obligatoires à suivre au niveau commercial. Oui, je pense que ça coûte la même chose que vous ayez un ou les deux là, en termes de prix pour la licence, mais en termes, par exemple, de formation, il y a peut-être des formations qui sont obligatoires en résidentiel qui ne sont pas en commercial et vice-versa. Ça fait aussi en sorte d'éviter de se mélanger dans certaines règles. Donc, si vous vous dites, moi, je dédie de toute façon ma pratique à 100% au commercial, bien, naturellement que la règle de double représentation ne s'applique pas à vous. Donc, il y a peut-être des choses que vous dites, bien, moi, en ayant juste cette licence-là, j'évite de me mélanger aussi. Donc, ça pourrait être une autre raison. Mais naturellement que vous êtes autorisé à conserver les deux. C'est d'ailleurs généralement le but. Hein? C'est généralement le but lorsque vous faites la spécialisation commerciale, c'est que vous voulez ajouter ce créneau-là à votre pratique que vous avez déjà. De cette façon-là, vous pouvez prendre n'importe quelle opération de courtage que vous voulez parce que d'une façon ou d'une autre, ça va rentrer dans l'un des deux de vos champs de pratique. Par contre, et ça, je pense que je l'avais déjà dit dans un cours précédent, même si vous avez la double licence, donc même si vous pouvez faire les deux, vous devez vous assurer de bien catégoriser votre opération de courtage parce que, comme on l'a vu, les règles sont différentes. Donc, par exemple, si vous prenez un contrat de courtage avec un individu pour un quatreplex, vous avez l'obligation d'utiliser le CCV de l'OACIQ, alors que si vous prenez un contrat de courtage avec un individu pour un cinqplex, là, vous n'avez pas à l'utiliser. Donc, vous voyez, même si vous pouvez tout faire et tout prendre, il faut vous assurer de bien qualifier votre opération de courtage pour bien suivre les règles pour cette opération-là spécifiquement. Et l'autre question, effectivement, soit qui est en lien avec la location commerciale, c'est que vous avez effectivement en location commerciale la possibilité de partager votre rétribution avec le non-titulaire de permis. Okay? Donc, vous avez cette possibilité-là, même si la contrepartie n'est pas un titulaire de permis, cette personne-là peut quand même demander un partage de rétribution. À ce sujet-là, je vais y revenir tantôt, là, mais si jamais vous voulez aller le consulter parce que ça vous intéresse, faites attention parce que dans le contrat de courtage location commerciale, je vais y aller avec vous pour vous le montrer à l'écran. Contrat de courtage location commerciale, c'est le CCC, donc contrat de courtage location commerciale. Faites attention parce que dans la clause sur la rétribution, qui est la clause numéro 6, et spécifiquement la clause 6.5 sur le partage de rétribution, on parle spécifiquement ici seulement d'un autre courtier ou d'une autre agence. Okay? Donc, le contrat de courtage location, il est bâti pour prévoir le partage de commissions avec un courtier ou une agence seulement. Ce qui veut dire que si vous comptez partager votre rétribution avec un non-titulaire de permis, vous devrez alors utiliser le formulaire de divulgation de partage de rétribution disponible sur Simbad. Okay? Donc, rappelez-vous, il y a deux, on avait fait dans le chapitre 1 la distinction lorsqu'on parle d'une rétribution
il y a le volet commissionnement qui est dans le contrat de courtage avec son possible partage à un autre courtier, mais il y a aussi ce qu'on appelle le référencement qui est aussi considéré comme un partage de rétribution. Et rappelez-vous qu'il y a 2 formulaires possibles pour un référencement. Si vous êtes la personne qui payez le référencement, vous allez utiliser le partage de rétribution. Et si vous êtes la personne qui recevez le référencement, vous utilisez simplement l'autre formulaire. Okay? Donc, je peux vous les remontrer à l'écran au cas où vous ne vous souvenez pas de ces nuances-là. Donc, sur le site de Simbad, dans les services d'inspection, vous avez les formulaires d'inspection dans lesquels vous avez les différents formulaires de divulgation et c'est ces 2-là auxquels je fais référence, OK? Donc, le formulaire de divulgation d'entente de rétribution. Donc, lorsque vous recevez, c'est le formulaire d'entente. Et lorsque vous payez, c'est le formulaire de partage. Donc, si vous comptez partager votre rétribution avec un non-titulaire de permis, la clause du CCC ne s'applique pas. Vous devez remplir à côté un contrat de divulgation de partage de rétribution. Donc, vous devez dire principalement à votre client, sache que si on conclut une transaction, je vais partager, donc je vais payer à ce non-titulaire de permis un montant d'argent, ou si ce n'est pas un montant d'argent, vous devez prévoir c'est quoi le montant du référencement ou le type de référencement. OK? Donc, je répète, la clause 6.5 du CCC s'applique lorsque vous partagez avec un titulaire de permis. Donc, si vous représentez le locataire et qu'un autre courtier représente le locataire, vous n'avez pas besoin de remplir rien d'autre. Tout ce que vous avez besoin, c'est dans le CCC. Par contre, si vous représentez un locataire et que le locataire est représenté par un non-titulaire de permis et que ce non-titulaire de permis-là vous demande un partage de rétribution, là, vous allez devoir remplir le formulaire de divulgation de partage de rétribution. Parce que vous devez dire à votre client locataire, si on conclut une entente avec ce locataire-là, de l'argent que je vais récolter du CCC, je vais en donner une partie à ce non-titulaire de permis. Est-ce que ça, c'est clair? Excellent. Parfait. Donc, la première chose, en fait, qu'on va faire ensemble au niveau de la location commerciale, maintenant qu'on a quand même quelques idées de base, c'est qu'on va aller regarder le modèle de CCC. Donc, le modèle qu'on a actuellement à l'écran, qui est le contrat de courtage pour de la location commerciale. Comme vous le voyez, encore une fois, pas une très grande surprise, c'est un formulaire recommandé. Donc, encore ici, vous avez le choix d'utiliser le formulaire qui vous est recommandé de l'OACIQ ou bien vous pourriez rédiger le vôtre. Alors, ça vous appartient. Si vous décidez d'utiliser le formulaire de l'OACIQ, vous allez voir que ce formulaire-là, il est très semblable à ce que vous connaissez déjà. Donc, l'OACIQ n'a pas réinventé la roue lorsqu'ils ont préparé le CCC. Ça a été fait en harmonie avec les autres formulaires qui existaient déjà. Par contre, étant donné que ce formulaire-là est dans le créneau commercial, vous pourrez vous rendre compte que c'est pas un formulaire qui est mis à jour aussi souvent que les autres formulaires. Par exemple, dans la première page de ce formulaire-là, vous voyez que la section sur l'identification du locataire a été laissée avec 2 espaces seulement. Alors qu'au niveau résidentiel, les formulaires ont été revus en juin 2022 et il y a 4 cases maintenant d'identification du vendeur ou d'identification du locataire, chose qu'on n'a pas ici. Donc, faites attention, si jamais vous voyez qu'il y a des différences, c'est fort probablement juste une raison de mise à jour. Donc, naturellement qu'il n'y a rien, encore une fois, là-dedans qui est illégal, OK? Donc, c'est sûr que s'il y a une clause qui n'est plus applicable, l'OACQ l'aurait mis à jour. Donc, c'est généralement juste plus en termes de format et en termes de présentation que c'est différent.
Donc, sans grande surprise, à la première page, on a encore une fois l'identification du courtier et de son agence, l'identification du locataire et on a un espace pour prévoir la pièce d'identité du locataire. Donc ici, j'ai pas vraiment rien à rajouter là-dessus. Je pense que c'est assez explicite. On a ensuite à la section 2 la fameuse clause d'objet et de durée du contrat. Donc ici, rappelez-vous qu'il faut vraiment indiquer une date d'expiration du contrat parce qu'à défaut, ça expire après 30 jours. Donc c'est la même mécanique que pour le CCG. Et là où c'est un petit peu différent, c'est à la section 3, parce que naturellement, ici, ce qu'on veut faire, c'est de décrire le local commercial qui est à louer. Donc, oui, on va mettre l'adresse et on va mettre la désignation cadastrale, mais vous voyez que vous avez beaucoup de lignes ici pour donner des détails supplémentaires. Donc, l'idée, c'est de décrire au maximum le local qui est à louer. Donc, est-ce qu'il est au rez-de-chaussée? Est-ce qu'il est à l'étage? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec ce local-là? Donc, est-ce qu'il y a une porte qui donne entrée extérieure, intérieure? Est-ce que c'est un local qui est sur un étage, 2 étages? Est-ce que dans ce local-là, il y a un ascenseur, pas d'ascenseur? Est-ce qu'il y a déjà, par exemple, des divisions dans ce local-là, donc peut-être un nombre de pièces? Naturellement, on doit inscrire les dimensions, donc c'est quoi la superficie actuelle de ce local-là? Est-ce que le local bénéficie de certaines particularités comme des espaces de stationnement réservés, des espaces de rangement, un quai de chargement, par exemple? Est-ce que ce local-là a des avantages dans le reste de la bâtisse? Donc, est-ce qu'il bénéficie, par exemple, d'espaces communs? Est-ce qu'il y a une aire de restauration à l'extérieur? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous êtes capable de mettre ici, vous le faites. OK? Donc, il n'y a aucune restriction. Le maximum de détails que vous êtes capable de mettre là, le maximum que vous mettez à cet endroit-là. Donc, toutes les particularités que vous êtes capable de voir et de décrire, vous rentrez ça à la section 3 pour qu'on soit en mesure de visualiser le mieux possible c'est quoi exactement le local à louer. Et même des fois, ce qui peut être avantageux, c'est d'annexer à votre CCC un plan du local. Donc, si on a un plan où le vendeur fait préparer un plan dans lequel, par exemple, on aurait en vue d'oiseau l'intérieur du local, ça peut être super. Ça pourrait être aussi en annexe un plan de la bâtisse elle-même dans lequel on va aller encercler ou on va aller surligner le local qui est à louer. Donc, n'importe quel document qui rajoute à cette description-là, ça peut être très bénéfique. Donc, ça peut être aussi une vue d'oiseau de la bâtisse avec le stationnement. Donc, s'il y a des espaces réservés, on peut aussi les surligner pour les démontrer. Donc, pour être sûr qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui est alloué et à quels avantages, donc de quoi va bénéficier notre locataire. Est-ce que ça va pour la clause numéro 3? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Parfait. La prochaine clause, c'est la clause sur le loyer. Et pour le moment, celle-là, je vais la sauter, OK? Parce qu'on va y revenir un peu plus tard, soit dans le cours d'aujourd'hui ou au prochain cours, lorsqu'on va parler plus en détail des possibilités de loyer pour un local commercial. Parce que vous allez voir que contrairement à un appartement, où est-ce qu'on a une rigidité imposée par le tribunal administratif du logement, vous allez voir qu'en commercial, sky is the limit. Donc, on peut prévoir ce qu'on veut comme loyer. Naturellement, l'industrie va nous dicter certaines choses qui reviennent de façon commune. Donc, même si on peut prévoir et inventer ce qu'on veut, il y a quand même des choses qui reviennent couramment dans l'industrie. Donc, on a une section particulière dans le manuel où on va discuter des différentes possibilités de loyer. Et lorsqu'on aura compris ça, là, on va revenir ici à la section 4 pour regarder ensemble comment est-ce qu'on complète cette information-là dans le CCG. Donc, pour le moment, je passe par-dessus la section 4.
La section 5, c'est l'endroit où on va indiquer les services de diffusion d'informations. Donc, celle-là, c'est très similaire, sinon identique à ce que vous connaissez déjà. Donc, on veut savoir, est-ce que le locateur accepte qu'on diffuse l'information dans le service interagence, ou à défaut, à quel endroit est-ce que le locateur veut qu'on affiche l'information. Et si le vendeur ne veut pas qu'on utilise le service interagence, il y a la case aussi pour y renoncer. OK? Donc, section 5, exactement ce que vous connaissez déjà. J'ai pas vraiment rien à mentionner là, de plus là-dessus. Peut-être juste parce que moi, je suis pas courtière, donc j'ai pas le micro-détail des services interagence, mais peut-être valider de quelle façon est-ce que vous devez créer vos listings pour de la location. OK? Je suis pas familière avec le behind the scene des services interagence, donc il doit y avoir, j'imagine, des particularités lorsqu'on change de courtage. Donc ça, il va falloir l'apprendre lorsque vous aurez votre licence et accès justement à cette plateforme-là, parce que dans le cadre du programme ici au collège, on n'a pas accès à ces services interagences parce que, je pense que je vous l'avais déjà expliqué, là, mais il n'y a pas de pre-prod dans ces services-là. Donc, contrairement à Sinbad, où on peut vous donner accès en bloquant certaines choses, tout ce qui est centriste de ce monde, c'est impossible. Donc, si on donne des codes d'accès, en fait, ça donne plein accès. Donc, la personne pourrait créer des listings, pourrait faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas capable pour le moment d'avoir d'accès. Donc, je ne peux pas vous montrer ça. Si jamais vous avez déjà accès à ces services-là parce que vous êtes déjà courtier, peut-être aller jeter un œil pour voir s'il y a des particularités ou s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des questions, parce que vous avez un atelier pratique lundi prochain avec Éric, et lui, naturellement, comme il est courtier, il pourrait répondre à ces questions-là. Donc, il serait peut-être même capable de partager son écran pour vous montrer des petits trucs. Donc, peut-être, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, allez voir comment ça se fait une fiche descriptive pour du locatif. Et si vous avez des questions, amenez-les à votre atelier pratique avec Éric. La clause 6 sur la rétribution, à cet endroit-là, j'ai quelques petites mentions à vous faire. J'ai déjà fait la mention sur le partage de rétribution. Donc, je ne répéterai pas tout ce que j'ai expliqué tantôt sur le partage de rétribution. Par contre, un des éléments sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que comme on est ici dans une opération de courtage-location, vous voyez que la façon dont vous pouvez prévoir votre rétribution, elle est différente. Donc, je vais agrandir ici. Donc, vous voyez d'abord que vous avez la possibilité de prévoir votre rétribution comme étant une somme forfaitaire. Donc, peu importe ça sera quoi le montant final du loyer, vous pouvez prédéterminer à l'avance avec votre client locataire c'est quoi le montant qui vous sera payable si l'opération de courtage se réalise. Donc, ici, vous allez prévoir votre somme forfaitaire et vous avez aussi l'opportunité de prévoir cette somme forfaitaire au pied carré ou au mètre carré loué. Et la raison pour laquelle on voudrait être encore plus précis en prévoyant cette somme-là au pied carré ou au mètre carré, c'est que ça peut arriver qu'il y ait des locaux commerciaux qui soient facilement divisables. Donc, par exemple, si le locataire a un très grand local commercial pour lequel il y a 2 portes d'entrée, par exemple, il voudrait bien louer la totalité de la superficie, mais si jamais un locataire se présente et veut juste en louer la moitié, le fait d'avoir prévu votre rétribution au pied carré ou au mètre carré, ça veut dire que le locataire va vous devoir votre commission seulement pour la partie qui a été effectivement louée. Okay? Donc, si vous voulez prendre un contrat de courtage pour un local qu'on envisage divisable, c'est préférable de prévoir votre commission au pied carré ou au mètre carré. Parce que si vous prévoyez votre commission comme étant une seule somme forfaitaire, fort probablement que suite à l'opération de courtage, lorsque vous allez vouloir réclamer votre plein montant, le client va dire, ben oui, mais on a juste loué la moitié en fin de compte et là, ça va se retrouver devant l'OACQ en contestation. OK? Donc, aussi bien y aller à la base avec ce qui est logique dans le cas
d'un local dit visite, ce qui est de prévoir au pied carré ou au mètre carré. Donc, les deux premières possibilités que vous avez, c'est soit de prévoir une somme forfaitaire globale, parce que c'est un seul local, donc soit qu'on loue ou on ne loue pas, ou bien, si c'est une superficie qui peut être subdivisée, vaut mieux prévoir une somme forfaitaire au pied carré ou au mètre carré. Est-ce que ça va pour ces deux premières méthodes-là? Donc, rien, je pense, de bien compliqué. C'est juste de dire, ben oui, c'est vrai, ça existe. Excellent. Et la troisième possibilité que vous avez, c'est de prévoir un pourcentage du loyer. Donc, un peu comme vous le faites pour un pourcentage du prix de vente, ben vous le faites pour un pourcentage du loyer. Mais attention ici. Moi, personnellement, je trouve que la clause pourrait être améliorée en ce sens qu'on prévoit un pourcentage du loyer, mais on vous laisse rédiger from scratch comment on va le calculer. Parce que vous voyez, la clause, ça dit un pourcentage du loyer calculé comme suit, mais on ne parle pas du pourcentage du loyer annuel. Donc, ça pourrait être un pourcentage du loyer mensuel. Donc, on pourrait se retrouver avec 3% du premier mois. Hein? Vous voyez l'idée? Donc, ici, mettez-vous un astérisque. Vous devez être extrêmement précis dans votre méthode de calcul. Donc, si vous décidez que vous, votre commission, c'est 4%, n'oubliez pas de dire 4% de quoi? Est-ce que c'est du loyer mensuel? Est-ce que c'est du loyer annuel? Et là, naturellement, que tantôt, quand on va parler des types de loyers, va falloir aussi préciser sur quelle composante du loyer on le calcule. Est-ce que c'est un pourcentage sur le loyer de base? Est-ce que c'est un pourcentage sur le loyer additionnel? Est-ce que c'est un pourcentage sur le loyer combiné? Si c'est un loyer à pourcentage dont on va parler tantôt, comment est-ce qu'on fait le calcul? Donc ici, là, vous avez toute une job de rédaction à faire pour être sûr que votre rétribution, c'est clair de la façon dont il faut le calculer. Donc ça, c'est si vous décidez d'y aller avec un pourcentage du loyer. Alors, si je répète, actuellement à 6.1, vous avez trois méthodes de calcul de votre rétribution, soit par le biais d'une somme forfaitaire, soit par le biais d'une somme forfaitaire au prorata de la superficie louée, ou bien un pourcentage du loyer et vous établissez la méthode de calcul. Donc ça, c'est la première chose que vous devez décider. La deuxième chose que vous devez décider, c'est à quel moment est-ce que vous allez réclamer votre commission. Parce que si vous regardez ici, c'est indiqué « Le locateur versera à l'agence ou au courtier, dans les cas prévus à 1, 2 et 3 de la présente clause, à titre de rétribution, le montant qu'on aura prévu ici. » Et vous voyez, le cas numéro 1 dans lequel votre commission vous est due, vous avez un choix à faire. Donc ici, on dit, votre commission vous est due si une entente visant à louer les lieux est conclue pendant la durée du contrat de courtage. Donc, si vous avez une promesse de location pendant la durée de votre contrat de courtage, votre commission vous est due, mais elle sera payable à l'un des trois moments suivants. Donc là, vous devez établir avec votre client locateur à quel moment est-ce qu'il va devoir vous payer cette commission-là. Premier choix, dès que les conditions de la promesse de location sont remplies. Donc, un peu similaire à la PAG. Donc, une fois que la promesse de location, que toutes ces conditions sont remplies, vous pourriez, dès lors, exiger le paiement de votre rétribution. Donc, les parties vont ensuite aller voir un avocat ou un notaire ou vont le rédiger eux-mêmes pour signer le bail. Mais vous, votre commission, votre opération de courtage s'arrête et votre commission vous est due lorsque toutes les conditions de la promesse de location sont remplies. Deuxième possibilité, et je vais revenir après sur les pourcentages, deuxième possibilité à l'occupation des lieux. Donc, on pourrait aussi prévoir que oui, votre commission vous est due, mais elle sera payable lorsque le locataire va emménager dans le local. Donc, il faudra attendre la signature du bail pour que le locataire donne les clés au locataire et lorsque le locataire aura les clés, là, votre commission va être payable.
Donc, la deuxième option, à l'occupation des lieux. Et la troisième option, c'est à la signature du bail. Donc, on pourrait aussi prévoir que même si les conditions de la promesse de location sont remplies, vous allez avoir droit à votre commission lorsque les parties vont signer le bail. Donc, pas au moment de la promesse de location, on n'a pas besoin d'attendre à l'occupation, on se met entre les deux au moment de la signature du bail. Donc, ça, c'est les trois moments et il faut faire un choix. Et le choix que vous avez à faire, ça peut être un choix parmi lesquels vous choisissez une des trois options et c'est celle-là qui va s'appliquer à 100%. Ou bien, vous pourriez décider de ventiler le paiement de votre commission. Donc, vous pourriez dire, par exemple, au vendeur, au moment où la promesse de location, toutes les conditions sont remplies, j'aurai droit à 50% de ma commission et l'autre 50%, ça sera au moment de la signature du bail. Ou bien, vous pourriez dire, j'ai le droit à 70% de ma commission lorsque toutes les conditions sont remplies dans la promesse de location et l'autre 30% sera au moment de l'occupation des lieux. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle combinaison que vous voulez parmi ces trois choix-là, mais vous devez les remplir. Parce qu'effectivement, s'il y a une promesse de location qui est signée pendant la durée de votre contrat de courtage, c'est la clause 1 qui s'applique, qui vous donne droit à votre commission. Donc, vous devez avoir déterminé quand est-ce qu'elle sera payable, cette commission-là. Est-ce que c'est clair pour le choix numéro 1? Excellent. Si jamais il n'y a pas de promesse de location qui se présente pendant la durée de votre contrat de courtage, donc vous aviez un contrat de courtage pour 6 mois, il n'y a aucun locataire qui a fait une promesse d'achat, il n'y a rien, promesse de location, pardon, il n'y a rien qui a été accepté, c'est possible que votre commission vous soit quand même due si jamais une entente de location se fait dans les 365 jours suivant l'expiration de votre contrat de courtage. Donc ici, c'est la même clause qu'on retrouve en résidentiel qui protège votre commission suite à l'expiration de votre contrat de courtage, mais elle est beaucoup plus longue que celle que vous avez en résidentiel. Donc en résidentiel, si vous allez consulter, vous allez voir que c'est 180 jours. Donc, vous êtes protégé pour 6 mois, alors qu'ici, vous êtes protégé pour 1 an suivant la transaction. Donc, ça aussi, c'est le genre de choses qu'il faut bien expliquer à votre client locataire, de dire, bien, attention, s'il y a un locataire qui s'est intéressé au local pendant la durée du contrat de courtage, et que ce locataire-là signe avec toi une promesse de location ou un bail dans l'année qui suit l'expiration du contrat de courtage, j'aurai droit à la commission qu'on aura prévue à la clause 6.1. Donc, il faut quand même, attention, que ce locataire-là se soit intéressé au local pendant la durée du contrat de courtage. Donc, je vous rappelle que ça, c'est quand même une condition pour l'application de cette clause-là. Ce qui veut dire que si un locataire appelle le locataire 3 mois après l'expiration du contrat de courtage, c'est le premier contact entre les deux et il y a signature d'un bail, vous n'avez pas le droit à une commission parce que c'est pas grâce à vous que cette personne-là a signé un bail, OK? Donc, cette option numéro 2, souvenez-vous que c'est en lien avec la notion de cause efficiente. Donc, on considère que si un locataire s'est intéressé au local pendant la durée de votre contrat de courtage, c'est fort probablement grâce à vos services. Et donc, on veut être sûr que si la transaction se conclut après votre contrat de courtage, que vous avez droit quand même à votre rémunération. Finalement, l'option numéro 3, c'est la même qu'on retrouve dans les autres types de contrats de courtage. C'est si jamais le client empêche volontairement l'exécution du contrat, ben là, c'est sûr que ça pourrait être un cas où la commission vous est due aussi. Donc, si on a un locataire, par exemple, qui décide d'aller signer un bail avec un locataire alors qu'il est sous contrat de courtage avec vous, ben là, c'est sûr qu'on ne peut pas louer le même espace à 2 personnes. Donc, s'il a volontairement loué à quelqu'un d'autre sans vous le dire, ça empêche la libre exécution de votre contrat et vous pourriez réclamer votre commission.
Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc, quand même, beaucoup de notions qui sont différentes dans cette clause 6 du CCC. Donc, juste, c'est pas, je pense, quelque chose qui est compliqué, c'est juste de le lire à tête reposée pour être capable de comprendre les nuances et s'assurer de faire les choix qui sont requis. La dernière chose, en fait, qui est très intéressante avec la clause 6 du CCC, c'est la possibilité de vous prévoir une commission dans un cas de renouvellement du bail. Donc, on va en parler au prochain cours des clauses communes qu'on retrouve communément dans un bail commercial et on va voir que typiquement, on retrouve dans un bail commercial ce qu'on appelle une option de renouvellement. Donc, c'est la possibilité pour le locataire de renouveler son bail commercial aux termes et conditions prévus dans le bail. Et s'il y a un renouvellement du bail et que vous avez rempli la section 6.2, vous pourriez réclamer une rétribution additionnelle sans avoir rien fait de plus. Donc, par exemple, si dans la promesse de location, on a inclus une clause d'option de renouvellement et que cette clause-là a été reprise dans le bail et qu'une fois qu'on arrive à cette date-là, le locataire décide d'utiliser sa clause de renouvellement pour effectivement renouveler le bail, vous pourriez avoir droit à la rétribution que vous allez prévoir là. Et là, en fait, c'est un peu dommage parce que l'idée, elle était excellente, mais dans son exécution, je pense que ça aurait été bien d'aller prévoir les mêmes choix qu'on retrouve à la section 6.1. Donc là, ce que l'OACQ a préféré faire, c'est vous donner des lignes de texte libre en vous rappelant que vous pouvez prévoir cette rétribution-là comme étant une somme ou un pourcentage, mais je pense que ça aurait été bien de juste copier-coller ça ici et de le mettre ici pour faciliter de rédaction. Mais rappelez-vous que cette rétribution additionnelle-là, on va la calculer selon l'un des mêmes choix qu'on a à 6.1. Donc, vous pourriez encore une fois prévoir soit une somme forfaitaire, soit une somme forfaitaire selon la superficie ou soit un pourcentage du loyer. Okay? Donc, c'est à vous de décider encore une fois comment vous allez réclamer cette rétribution additionnelle et de s'assurer aussi que ça convient au locataire. Okay? Parce que naturellement, que tout ça doit se négocier avec le locataire. Donc, vous avez une idée préétablie de c'est quoi votre commissionnement, c'est quoi votre rémunération. Ensuite, vous devez l'expliquer au locataire. Et là, c'est de voir est-ce qu'on trouve un terrain d'entente. Donc, ici, tout ce que vous avez à faire, c'est dans votre agenda, dans votre calendrier, vous mettez un petit reminder à la date de l'option de renouvellement qu'on a mis dans la promesse de location. À cette date-là, vous communiquez avec le locataire pour valider s'il y a eu renouvellement du bail et si c'est le cas, vous envoyez une belle petite facture à votre locataire pour la rétribution additionnelle. Donc ça, c'est le fun aussi en location commerciale. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les autres créneaux parce que naturellement, si c'est une vente, une fois que la vente est conclue, ça s'arrête là. Mais au niveau de la location commerciale, vous avez cette belle option-là. Et non, effectivement, ce n'est pas calculé de la même façon que la rétribution initiale. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ici de compléter de quelle façon est-ce que cette rétribution additionnelle-là va être calculée. Vous pourriez tout simplement copier-coller la même chose. Donc, si vous voulez obtenir la même commission au renouvellement que vous l'avez fait originalement, vous copiez simplement ce que vous avez écrit en haut, OK? Donc, vous pouvez mettre la même chose, mais d'emblée, ce n'est pas obligé d'être la même chose. Excellent. OK, donc je pense que ça va pour la clause 6. Je regardais mes notes pour être sûre que je vous ai bien tout expliqué, mais il me semble que j'ai fait le tour de ce que j'avais besoin de vous expliquer ici. La seule chose que je vous ai pas expliqué, mais vous le connaissez déjà parce que c'est identique, si je vais à la clause 6.6, c'est les cas ici de l'article 18 à 23 du règlement sur les conditions d'exercice. Donc, on vous rappelle ici que si vous avez un intérêt dans la transaction, donc un intérêt direct pour vous ou une société que vous contrôlez,
ou bien que c'est pour le conjoint. Rappelez-vous que vous n'avez pas le droit à une commission. OK? Donc, ça, c'est les articles 18 à 23 du règlement sur les conditions d'exercice. On vous rappelle juste que lorsque vous avez un intérêt dans la transaction, si c'est pour vous ou votre conjoint, pas le droit à une rétribution. OK? Parce que de toute façon, vous allez devoir mettre fin à votre contrat de courtage. Donc, il n'y a plus de lien avec le locataire. Est-ce que ça va pour ça? Donc, je voulais, vous l'avez là à la clause 6.6. Ensuite de ça, vous avez la section sur les déclarations et les obligations du locataire. Je ne vais pas les lire, OK, avec vous parce que ça ressemble beaucoup aux déclarations et obligations du vendeur, mais c'est formulé pour un propriétaire locataire. La seule sur laquelle je veux revenir ici, c'est la clause 7.4 parce que pour celle-là, vous avez quelque chose à compléter. Okay? Donc, les autres, c'est du pro forma. Donc, si on en regarde juste un ou deux vite, là, donc, vous voyez, le locataire déclare n'avoir connaissance d'aucune restriction à la location des lieux, n'avoir reçu aucun avis de non-conformité d'une autorité compétente ou d'un assureur. Donc, c'est des choses qui sont très similaires à ce qu'on connaît du CCG. Mais la seule sur laquelle vous avez besoin de vous concentrer parce que vous avez quelque chose à remplir, c'est la clause 7.4 par lequel on indique le locataire accorde en exclusivité à l'agence ou au courtier le droit. Et là, c'est à la section 1 que vous devez indiquer de l'information, le droit de faire visiter les lieux à toute heure raisonnable, tout rendez-vous devant être fixé directement avec tout occupant autre que le locataire au moins X nombre d'heures ou jours à l'avance. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, si on s'arrête là, on comprend que le courtier est le seul qui a le droit de faire des visites, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'autre que le locataire? Exactement, Sylvie. Parce que si actuellement, ce local-là, il est loué, mais qu'on commence les démarches pour trouver un locataire parce que le bail vient à échéance bientôt, c'est possible qu'on ait besoin de faire des visites alors que le locataire occupe encore les lieux. Okay? Donc, le locataire existant, pour lequel son bail vient à échéance bientôt et qu'on cherche un remplaçant, c'est possible qu'on ait besoin de faire visiter le local et qu'on ait besoin donc de son accord. Donc, la clause 7.4, paragraphe 1, va s'appliquer lorsque le local, il est actuellement loué. Et là, la deuxième question que j'ai pour vous, qu'est-ce que vous allez indiquer ici, d'après vous? Donc, on dit, on doit fixer un rendez-vous directement avec l'occupant, donc le locataire, et ça doit être fait au moins X nombre d'heures ou de jours à l'avance. Qu'est-ce que vous allez mettre là, d'après vous? D'après vous, c'est quoi qu'on va inscrire sur cette ligne-là? 24 heures, 48 heures, 6 jours, 7 jours? Qu'est-ce qu'on écrit là? Et là, en fait, je suis contente de voir le 24 heures dans le clavardage parce que ça m'indique que vous avez cette connaissance-là du résidentiel. Donc, 24 heures, c'est le délai minimum de préavis qu'on doit donner à un locataire d'un appartement. Mais pour un locataire d'un local commercial, je devrais lire le bail existant pour connaître cette information-là. Donc, c'est dans le bail existant avec le locataire commercial qu'on va voir, y a-t-il quelque chose d'écrit à ce sujet-là? Et c'est ça qui va permettre de remplir cette clause-là. Si jamais il n'y a rien d'écrit dans le bail actuel, donc si c'est pas écrit que ça doit être 72 heures ou plus que ça avant, ça devient quelque chose qui doit être négocié entre le locataire et son locataire. Donc, vous pouvez suggérer quelque chose, mais ça sera la job du locataire, votre client, d'appeler ou de communiquer avec son locataire actuel et de dire, écoute,
je suis à la recherche d'un nouveau locataire parce que ton bail arrive à échéance bientôt, donc j'aurai besoin de faire visiter le local. Combien de temps à l'avance as-tu besoin de savoir qu'il y aura une visite? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut prendre en considération pour remplir cette clause-là, et là, moi, ce que je vous suggère, c'est d'ajouter ces particularités-là à la fin de votre CCG. C'est aussi de déterminer non seulement combien de temps à l'avance on doit avertir le locataire existant, mais également à quelles conditions vont se faire les visites. Donc, est-ce qu'on veut, par exemple, que les visites se fassent à l'extérieur des heures d'opération? Donc, si le locataire actuel, c'est, par exemple, je sais pas trop moi, une boutique de vêtements qui est ouverte de 9 heures à 17 heures, 5 jours semaine, je dis n'importe quoi, ben peut-être qu'on va dire, ben OK, on va t'avertir 2 jours d'avance pour la visite et on va faire la visite à l'extérieur de tes heures d'ouverture. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on prévoit dans le CCC. Et ça, c'est à votre locataire de s'entendre là-dessus avec le locataire. Exactement. Donc, le locataire va vous fournir le bail pour que vous puissiez regarder, y a-t-il quelque chose à ce sujet-là dans le bail? S'il y a quelque chose, naturellement, il faut le respecter. Si jamais c'est un bail qui est moins étoffé ou qui n'aurait pas été rédigé par un juriste, ça se peut qu'il n'y ait rien à ce sujet-là dans le bail. Si c'est le cas, c'est au locataire et au locataire de s'entendre pour qu'on puisse le prévoir dans le contrat. Okay? Parce que s'il n'y a rien de prévu dans le bail, ça veut dire que c'est ouvert à négociation et ça ne peut pas être imposé unilatéralement pour le locataire. Donc, qu'on soit clair, lorsqu'on a un bail de location, ça veut dire que le propriétaire, si vous voulez, retire cette possibilité-là pour lui-même d'occuper le local, donc donne cette composante-là au locataire et ne peut pas n'importe quand se présenter sur les lieux à juste titre qu'il est le propriétaire de l'immeuble. Donc, lorsqu'on fait de la location, on donne au locataire le droit en exclusivité d'utiliser les lieux, donc on ne pourrait pas se présenter sur les lieux sans une entente avec le locataire. Et naturellement, qu'on ne veut pas non plus impacter les opérations du locataire. Donc, on ne pourrait pas dire, ben, de toute façon, la boutique est ouverte de 9h à 17h. Donc, présente-toi, courtier, avec l'acheteur n'importe quand c'est ouvert. Ça non plus, c'est pas le type de pratique qu'on suggère parce qu'effectivement, ça ne fait pas partie de l'opération du locataire. Voyez l'idée. Donc, petite clause qui semble tellement anodine à remplir, requiert quand même de la recherche de votre part. Donc, étape numéro 1, je lis le bail existant pour voir s'il y a quelque chose à ce sujet-là. S'il y a quelque chose, je le remplis en lien avec la clause. S'il n'y a rien, j'avertis mon locataire qu'il doit me fournir l'entente à laquelle il est arrivé avec le locataire pour qu'on puisse adapter le contrat de courtage et ne vous gênez pas de rajouter des conditions à la fin du contrat de courtage. Donc oui, ici, on va prévoir combien de temps à l'avance on doit avertir le locataire, mais gênez-vous pas à la fin d'aller écrire aussi c'est quoi les autres conditions. Est-ce qu'il y a des heures précises de visite? Qui doit être présent pendant les visites? Donc, même le locataire pourrait exiger d'être présent. Donc, si jamais, je sais pas moi, ce qu'il exploite, c'est un café dans lequel il y a de la nourriture, ben il veut peut-être pas que n'importe qui se promène dans ce café-là sans qu'il y ait supervision par lui-même, le locataire, vous voyez. Donc, s'il y a des produits qui peuvent être contaminés ou qu'il y a des risques de vol aussi de certains produits, c'est possible que le locataire veuille être en présence lors des visites. Donc, je répète, ça s'applique si les lieux sont actuellement loués. Est-ce que ça va pour cette clause 7.4? Oui. Excellent. La clause numéro 8, c'est les obligations de l'agence ou du courtier. Donc, principalement, on détaille qu'est-ce qui fait partie des obligations déontologiques du courtier, donc loyauté, diligence, compétence, disponibilité, vérification d'usage,
agir sans délai. Donc, ça, c'est la clause standard que vous connaissez déjà. On a remplacé le mot vendeur par locataire, tout simplement. Et c'est la même chose pour la clause 9, les changements affectant l'agence ou le courtier. Ça aussi, on a simplement remplacé le mot vendeur par locataire. Donc, si jamais vous avez des changements dans vos activités, changement dans votre méthode de pratique, changement d'adresse de votre bureau, on explique comment ces changements-là vont être signalés au locataire. Et finalement, on arrive à la section 10, qui est la section des autres déclarations. Donc, c'est ici que vous allez intégrer dans votre contrat de courtage les autres conditions que vous avez établies avec votre vendeur. Donc, que ce soit par exemple en lien avec les heures de visite, ça peut être aussi en lien avec les autres conditions. Par exemple, on ne veut pas faire visiter un locataire à moins qu'il soit en mesure de nous fournir certains documents. Donc, si on sait déjà que ça va être un loyer mensuel, je dis n'importe quoi, de 5 000 $ par mois, ben peut-être qu'on va exiger avant de faire des visites que le locataire fournisse un extrait de ses états financiers qui démontre, je ne sais pas trop moi, qu'il a des revenus qui peuvent justifier un tel loyer. Donc, un peu comme on fait pour restreindre les visites d'un immeuble, hein, on pourrait dire, ben, si vous n'avez pas de préautorisation, pas de visite. Donc, ça pourrait être un peu la même chose qu'on prévoit ici. Et on va prévoir également à cet endroit-là toutes sortes d'autres clauses qui sont d'importance pour le locataire. Et ces autres clauses-là, on n'en parlera pas tout de suite. On a une section particulière là-dessus dans le manuel, mais déjà pour vous faire réfléchir, ça peut être des clauses en lien avec la non-concurrence, ça peut être des engagements aussi d'exclusivité ou un engagement en lien avec une option de renouvellement. Donc, n'importe quoi qui peut soit protéger le locataire ou soit attirer des locataires, c'est le genre de choses qu'on va mettre ici parce que tout ce qu'on met là, on va devoir le mettre dans notre listing. Donc ici, naturellement, que je ne vous donne pas d'exemple en lien avec la garantie légale parce que comme c'est une location, il n'y a pas de garantie légale, c'est pas une vente. Okay? Donc ici, les conditions supplémentaires auxquelles on s'attend, c'est plus des conditions en termes avec soit le locataire qu'on voudrait avoir ou les conditions de location. Vous avez également la possibilité dans le CCC d'aller ajouter des annexes. Donc, si vous avez besoin de plus d'espace pour rédiger, vous pouvez annexer une annexe G. Vous pouvez aussi établir certaines règles en lien avec les déboursés et les rétributions dans une annexe DR. Donc, vous n'avez qu'à faire les modifications requises pour l'adapter. Par exemple, si votre locataire veut que vous fassiez de la publicité dans des journaux, vous pourriez établir le coût de ce déboursé-là et prévoir de quelle façon ça sera payé en avance par le locataire. Donc, les mêmes choses que vous connaissez déjà, vous pouvez le faire aussi avec ce contrat de courtage location. Et je vous rappelle que comme vous êtes titulaire d'un permis de l'OACIQ, si vous faites une opération de courtage location, vous devez avoir dans votre contrat de courtage la clause de conciliation. Donc ici, elle est là parce qu'elle est obligatoire, mais si vous décidez de rédiger votre propre contrat de courtage location, n'oubliez pas d'aller y insérer la clause de conciliation parce que de la location, ça demeure dans la définition d'une opération de courtage. Finalement, dans le bloc de signature, naturellement, il va y avoir votre signature à vous comme courtier, la signature de votre client locataire, mais rappelez-vous que comme ce qu'on veut faire, c'est de la location d'un local commercial, il n'y aura jamais l'intervention d'un conjoint non propriétaire. Parce que ce que je veux faire, c'est louer un espace commercial, ce n'est pas de louer un appartement ou de louer une résidence familiale, donc aucune intervention d'un conjoint qui est nécessaire. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas cet espace-là dans le bloc de signature. Est-ce que ça va pour le CCC? Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Excellent. Parfait. Tout ce que je viens d'expliquer, ou à peu près, vous le retrouvez dans le manuel. Okay? Donc, le manuel, chapitre 5, débute à la page 170 avec les explications du CCC. Donc, la section 5.1, c'est en fait une analyse de toutes les sections du CCC et vous avez même les captures d'écran. Donc, par exemple, identification du courtier et du locateur. On parle de bailleur dans le manuel, mais le terme exact, c'est locateur. Mais voyez-le comme un synonyme, là, c'est pas grave. Mais en fait, on vous donne la capture d'écran et on vous donne aussi les explications. Donc, chacune des sections du CCC est expliquée de la même façon. Donc, par exemple, vous avez la capture d'écran de la section 2 et juste avant, vous aviez l'explication. Donc, vous avez ça pour toutes les sections qui ont été couvertes et qu'on a vues ensemble. Et ça va en fait jusqu'à la page, donc, les annexes, l'interprétation, les signatures. Donc, ça va jusqu'à la page 180. Donc, du début du chapitre 5 jusqu'à la page 180, vous avez chacune des sections du CCC avec les explications. Moi, je préfère le faire avec le CCC directement à l'écran et de vous mentionner verbalement les particularités, mais juste aux fins de référence, sachez que vous l'avez dans votre manuel. OK. Alors, si ça va pour ça, donc maintenant qu'on a un beau visuel du contrat de courtage qui est à utiliser pour de la location commerciale, on va maintenant passer à la théorie. OK? Donc, la chronologie du chapitre fait en sorte qu'on veut vous présenter le CCC avant pour que vous ayez déjà une base sur la terminologie qu'on utilise pour de la location commerciale ou un bail commercial. Maintenant qu'on a ça en tête, on peut aller explorer les règles légales et les règles de l'industrie en lien avec cette thématique-là. Et en fait, la première chose qu'on vous mentionne en termes de théorie par rapport à de la location commerciale, c'est que le bail commercial, il n'est pas réglementé par le tribunal administratif du logement. Donc, l'ancienne régie du logement qui s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement n'a aucune juridiction en lien avec la location d'un espace commercial. Okay? Donc, ça, là, c'est la première chose qu'il faut que vous reteniez. Lorsque je veux prendre un contrat de courtage pour un espace commercial, je n'ai pas besoin d'utiliser les règles du TAL, donc du tribunal administratif du logement, parce qu'il n'a aucune juridiction sur ces espaces-là. Si jamais il y a un conflit, une dispute, un litige, une chicane, appelez-le comment vous voulez, entre un locateur et un locataire d'un espace commercial, cette chicane-là, si on n'est pas capable de la régler, c'est le tribunal de droit commun qui va s'en occuper. Donc, dépendamment du montant de la réclamation, soit que c'est une dispute qui va être entendue par les petites créances, par la Cour du Québec ou par la Cour supérieure. OK? Donc, le tribunal administratif du logement, on oublie ça en matière de location commerciale. Il n'y a aucune juridiction. Le seul tribunal qui a juridiction, c'est le tribunal de droit commun qui commence avec la Cour des petites créances, la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Ceci étant dit, la raison pour laquelle cette notion-là, elle est importante, c'est aussi parce que comme on n'a pas à utiliser les règles du TAL, ça veut dire que pour un bail commercial, on n'a pas de règles à suivre sur le format. Okay? Donc, un bail commercial, ça peut être fait de n'importe quelle façon. Donc, ça peut être autant un bail verbal qu'un bail écrit. Et si c'est un bail qui est écrit, ça peut être sous la forme sous seing privé, donc entre les parties, ou ça peut être rédigé par un notaire ou un avocat.
Donc, au niveau du bail commercial, il n'y a aucune forme prédéfinie. Ça va prendre la forme que les parties vont vouloir lui donner. Et là, cette règle-là, elle a un impact pour vous comme courtier parce que vous n'êtes pas impliqué dans la signature du bail, comme vous n'êtes pas impliqué dans la signature de l'acte de vente. Donc, le contrat final, c'est à l'extérieur de votre opération de courtage, mais c'est vous qui allez rédiger la promesse de location. Donc, comme c'est vous qui rédigez la promesse de location, c'est à vous de prévoir, selon ce que les parties veulent, de quelle façon est-ce qu'on va signer le bail commercial. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ce travail-là lorsque vous prenez une promesse d'achat parce que c'est déjà écrit dans le formulaire de l'OACIQ de la promesse d'achat que c'est le notaire qui va s'en occuper. Donc, la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de rien dire dans une PA traditionnelle, c'est que c'est déjà écrit que l'acte de vente va être signé devant le notaire un tel. Alors que dans une promesse de location, il n'y a pas ce type de mention-là. Donc, c'est à vous de déterminer avec le vendeur et l'acheteur quelle forme va prendre ce bail-là et de prévoir ça dans la promesse de location. Parce que vous ne pourriez pas dire, ben moi, ma job, ça s'arrête à la promesse de location. Après ça, je m'en lave les mains. Parce que si les parties, par la suite, ne sont pas capables de s'entendre sur quel notaire ou quel avocat on va prendre pour signer le bail, ben vous aurez compris que votre téléphone va sonner de dire, ben comment ça, c'était pas dans la promesse de location. Donc, la promesse de location, à même titre que la promesse d'achat, c'est un pré-contrat qui mène au contrat final et il faut prévoir dans cette promesse de location-là tous les termes et conditions qu'on va devoir reporter dans le contrat final et notamment quelle est la forme que ce contrat-là va prendre. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Excellent. Donc, bien que le bail puisse tenir sur une page ou sur 1300 pages, ça, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Donc, vous n'avez pas besoin de dire dans votre promesse de location, le bail devra faire 48 pages, OK? Mais ce que vous avez besoin de prévoir, c'est est-ce que le bail devra être par écrit? Et si oui, qui va être en charge de la rédaction? Donc, le bail va être rédigé par le notaire ou l'avocat, un tel. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va mettre dans la promesse de location et on laisse à ce juriste-là la latitude nécessaire pour déterminer combien de pages on a besoin là, pour que ça soit un bail solide. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, donc, aucune compétence du TAL, ce qui veut dire que c'est un peu le free-for-all, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut au niveau commercial, mais il faut être capable d'arriver à une entente dans la promesse de location pour ne pas créer ultérieurement une dispute entre les parties. La deuxième chose qu'on doit garder à l'esprit au niveau de la rédaction du bail commercial, c'est que comme ce bail-là peut prendre n'importe quelle forme, ça veut dire que si vous prenez un contrat de courtage pour la vente d'une bâtisse commerciale qui est louée, vous pouvez aussi vous attendre à n'importe quoi comme bail. Donc, si maintenant on regarde ce concept-là par l'angle d'un listing, ça veut dire que si, par exemple, Julie est propriétaire d'une bâtisse commerciale dans laquelle il y a 3 locataires, donc 3 espaces différents, 3 locataires, si moi, je veux vendre cette bâtisse-là, je vais devoir vous fournir une copie des baux existants et ces baux-là peuvent avoir des formes différentes. Donc, peut-être avec le premier locataire à qui j'ai loué, j'avais un bail assez simpliste de 3 pages, alors que le dernier locataire à qui j'ai loué, qui loue 70% de ma bâtisse, ça, j'ai fait rédiger un bail par un avocat qui fait 180 pages. Donc, pour une même bâtisse, dans lequel il y a plusieurs locataires, je peux être confrontée aussi à plusieurs modèles. Donc, comme courtier commercial, je dois être à mon affaire de m'assurer de lire chaque bail commercial qui m'est soumis parce que ce bail-là peut prendre n'importe quelle forme.
Donc, l'idée ici, c'est que même si je vous soumets un template d'un bail commercial, fort probablement que vous n'en verrez jamais un comme ça dans votre pratique parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sûr, vous l'aurez compris, qu'il y a des clauses qui reviennent de façon typique. Donc, c'est pas parce que j'ai le droit de tout faire qu'à chaque fois, on réinvente la roue. Donc, c'est sûr qu'il y a des modèles qui circulent un peu plus que d'autres. D'ailleurs, je peux vous en mettre un disponible dans la plateforme d'aujourd'hui. C'est le modèle de Edilex. Donc, vous connaissez peut-être le site Internet Edilex. Donc, Edilex met à la disposition des gens plusieurs modèles de contrats en lien avec le domaine commercial et corporatif. Donc, je peux vous mettre un modèle disponible dans le cours d'aujourd'hui, mais je veux pas que vous preniez ça comme étant la règle d'or parce que ça veut même pas dire que vous allez voir dans votre pratique un bail qui ressemble à ça ever. OK? Donc, c'est un peu ça l'idée ici, c'est que c'est un modèle parmi tant d'autres. Mais je vous le mets disponible ici et ça s'écrit comme ça, Edilex, donc E-D-I-L-E-X, Edilex. Et là, c'est fort possible que ce modèle-là, ça soit pas un modèle qui soit à jour parce que c'est un site Internet qui est payant. Donc, le Collège de l'immobilier s'était procuré un modèle, mais je pense qu'il date quand même un petit peu ce modèle-là. Mais bon, l'idée, c'est juste de vous montrer à quoi ça peut ressembler, grosso modo, un bail commercial. Et là, vous avez un exemple d'un bail de 79 pages. OK? Donc, c'est à ça que ça peut ressembler. Je peux vous le débloquer d'ailleurs si vous voulez le télécharger. Et c'est possible si vous travaillez au sein d'une agence surtout, mais vous pourriez le faire si vous travaillez à votre compte. Ça peut être une belle source d'inspiration pour certaines clauses, OK? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est à vous de rédiger dans la promesse de location et préalablement dans le contrat de courtage toutes les clauses qui représentent les besoins de vos clients. Donc, exactement soit. Donc, des fois, vous pourriez vous inspirer de cette clause-là. Si vous travaillez pour une agence, fort probablement que l'agence a comme sa banque d'exemples de clauses. Mais si vous décidez de travailler à votre propre compte et que vous n'en avez pas, Edilex, vous payez une fois pour obtenir les modèles et ensuite, vous pouvez vous inspirer de ces clauses-là pour vos différents contrats. OK? Donc, vous pourriez aussi vous inspirer de ça. Moi, je vous donne celui-là, mais comme vous voyez, je pense que c'est un modèle qui date là, quand même de quelques années, mais bon, ça peut quand même servir de base. OK. Donc, je répète, ici, on est rendu dans le manuel à la section 5.2, page 181. Vous avez les règles d'or dans le début de cette section-là, par laquelle on comprend que le bail commercial fait loi entre les parties. On peut y prévoir ce qu'on veut. Et si jamais on a oublié de prévoir quelque chose, on va aller alors se référer au Code civil. OK? Donc, le Code civil du Québec a quand même un petit bassin de règles en lien avec la location commerciale. Donc, si on a oublié de parler de quelque chose dans notre bail commercial, on peut toujours aller voir dans le Code civil si on ne trouverait pas réponse à notre question. Donc, ceci étant dit, le bail commercial, qui est le contrat final envisagé par l'opération de courtage-location, va prendre l'une des deux formes suivantes. Donc, avant même de parler des types de loyers ou des clauses qu'on retrouve dans les baux commerciaux, l'idée de base, c'est qu'un bail commercial va soit être un bail à durée déterminée, qu'on appelle aussi à durée fixe, ou bien ça va être un bail à durée indéterminée. Donc, les deux grandes catégories de baux commerciaux, c'est le bail à durée fixe ou le bail à durée indéterminée. Le nom est assez évocateur dans le sens où un bail à durée fixe, c'est un bail pour lequel on connaît la date de début et on connaît la date de fin. Donc, on sait, par exemple, que le bail commence le 9 janvier 2023 et va se terminer le 9 janvier 2030. Okay? Donc, un bail à durée fixe, c'est un bail pour lequel on connaît la date de début et la date de fin, soit qu'on a mis une date
préétabli où qu'on a mis la méthode de calcul. Donc, au lieu de dire que le bail se termine le 9 janvier 2030, je pourrais aussi dire que le bail commence le 9 janvier 2023 et est valide pour 7 ans. Donc, je pourrais aussi le faire de cette façon-là. Dans les deux cas, comme on est capable et qu'on connaît la date de fin, ça veut dire que le bail s'éteint, donc cesse de plein droit lorsqu'arrive le terme. Donc, oubliez tout ce que vous connaissez du bail résidentiel, parce que là, je sais qu'il y en a qui se disent « Ah, mais c'est pas vrai, le locataire a le droit au maintien dans les lieux. » Ça, c'est une règle du TAL qui est applicable juste en résidentiel. Donc, oui, c'est vrai que lorsque quelqu'un loue un appartement, son bail va se renouveler de façon automatique parce qu'il a le droit au maintien dans les lieux. Mais en commercial, si on a un bail à durée fixe, le bail s'éteint la journée de son expiration. Donc, si on a dit que le bail est valide jusqu'au 9 janvier 2027, ça veut dire qu'au 10 janvier 2027, le locataire doit déjà avoir quitté. Okay? Donc, c'est sévère comme ça en commercial. Le bail, il est valide pour la durée qu'on lui a donnée, that's it, that's all. Naturellement, il y a certaines choses qu'on peut faire pour prolonger la durée du bail. Donc, si le locataire se plaît bien dans ce local-là, il y a la possibilité effectivement de renouveler son bail dans la mesure où on aura prévu dans le bail une option de renouvellement. Donc, on aura dans le bail signé en 2023 prévu qu'à l'arrivée du terme, le locataire aura le droit de le prolonger pour 10 ans additionnels, ou bien si on a une entente entre les parties. Donc, c'est pas parce que le bail vient à expiration qu'on peut plus jamais se parler. Donc, si le locataire se plaît bien dans les lieux, que le locataire est d'accord aussi, on peut renégocier une extension ou une prolongation du bail. Donc, ça, c'est les deux premières options. Soit qu'on utilise l'option de renouvellement qui est déjà prédéfinie dans le bail, ou bien donc on s'entend sur la prolongation du bail. L'autre mécanisme qui permet de prolonger un bail commercial, c'est ce qu'on appelle un renouvellement ou une reconduction tacite. Une reconduction tacite, ce que ça veut dire, c'est que si à l'arrivée du terme, donc au 9 janvier 2027, le locataire continue à exploiter son entreprise dans le local et le locataire ne s'oppose pas à ça, si cette situation-là perdure pour au moins 10 jours après l'expiration du bail, ça veut dire que le bail va être reconduit de façon tacite pour 1 an. Donc, si mon bail venait à échéance le 9 janvier 2027, le locataire continue à occuper le local, le locataire ne dit rien, donc ne s'oppose pas à la situation. 10 jours plus tard, donc au 20 janvier, le bail se renouvelle automatiquement, se reconduit automatiquement pour une année additionnelle. Donc ça, c'est un autre mécanisme qui permet la prolongation du bail dans la mesure où on remplit les conditions. Si jamais la durée initiale du bail était de moins de 1 an, donc si c'était un bail commercial de 6 mois par exemple, à l'arrivée du 6 mois, il peut y avoir reconduction tacite, mais ça va être seulement pour 6 mois. Okay? Donc, si la durée originale du bail, elle est de moins de 1 an, ben ça va être pour la même durée que va se faire la reconduction tacite que pour la durée initiale. Et cette reconduction tacite peut se faire de façon infinie. Donc, si mon bail au 20 janvier 2027 est reconduit pour 1 an jusqu'au 9 janvier 2028, au 9 janvier 2028, s'il n'y a pas d'opposition du locataire et que le locataire reste là pour son 10 jours, c'est-à-dire rendu au 20 janvier 2028, ça va être reconduit jusqu'au 9 janvier 2029 et ainsi de suite. Donc, la reconduction tacite peut se faire de façon indéfinie. Donc, ces 3 mécanismes-là, soit qu'on s'entend sur la prolongation, soit qu'on utilise l'option de renouvellement prévue au bail, ou qu'on a un cas d'application de la reconduction tacite, c'est les 3 façons qu'on a d'étendre la durée d'un bail commercial.
Autre que ça, à l'arrivée du terme, le bail commercial s'éteint et le locataire doit quitter les lieux. Contrairement au bail à durée fixe, le bail à durée indéterminée, c'est un bail dans lequel on connaît la date de début, mais on ne connaît pas la date de fin. Donc, on aura signé un bail dans lequel on va dire, le bail débute le 9 janvier 2023, mais on ne met aucune date de fin ni aucune façon de le calculer. Donc, on ne parle pas non plus en termes de mois ou d'années. On dit simplement, ça commence aujourd'hui et on est silencieux sur quand est-ce que ça se termine. Ce type de bail-là, le danger avec ça et la raison pour laquelle on n'en retrouve vraiment pas beaucoup dans l'industrie, c'est que comme on n'a pas déterminé la date de fin, ça donne la possibilité aux parties de mettre fin au bail commercial n'importe quand, dans la mesure où ils s'envoient un préavis qui est constant avec la fréquence de versement des loyers. Par exemple, si on a un bail qu'on a dit qui débutait aujourd'hui et que la fréquence de paiement du loyer, c'est mensuel, donc à tous les mois, le locataire doit payer son loyer. Si le locataire décide après 3 mois qu'il ne veut plus occuper le local, il n'a qu'à envoyer un préavis de 1 mois au locataire. Donc, lui dire, je t'envoie un préavis aujourd'hui de 1 mois et dans 1 mois, le bail va prendre fin parce que c'est la fréquence de paiement des loyers. Autre exemple, si on a un bail qui est signé aujourd'hui, dans laquelle on a une fréquence de versement des loyers aux 2 mois, ça veut dire que le locataire ou le locataire n'a qu'à envoyer un préavis de 2 mois, après quoi il pourra mettre fin au bail. Donc, vous voyez que naturellement, lorsqu'on essaie de louer des locaux commerciaux parce qu'on veut en tirer un revenu, c'est de l'investissement, ça rend cet investissement-là incertain que d'avoir des bails à durée indéterminée. Donc, pensez-y une seconde, si j'essaie d'aller me chercher un financement auprès de la banque et j'essaie de prouver la rentabilité de ma bâtisse commerciale, ça va être assez difficile de le faire avec des baux à durée indéterminée parce que n'importe quand, mon locataire pourrait plier bagage. Alors que lorsque j'ai des baux à durée déterminée, on sait que ce locataire-là, il est cristallisé pour une certaine période de temps. Donc, on est capable de faire le calcul et de dire, si c'est un bail de 10 ans, avec un loyer de X, dans 10 ans, ça sera ça la rentabilité de ce local-là. Vous voyez? Donc, le bail à durée indéterminée, je tenais à vous l'expliquer au cas où, mais pour le reste des cours qu'on va faire sur la location commerciale, vous pouvez l'oublier. OK? Donc, on ne reviendra pas sur le sujet du bail indéterminé parce que c'est trop peu commun et on a assez de stock pour se concentrer juste sur le bail à durée déterminée. Est-ce que ça va toujours jusqu'ici? Donc, vous me suivez? Excellent. Il est actuellement 2h40, donc je vais arrêter le cours ici pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, au prochain cours, on va continuer le sujet de la location commerciale. Donc, il nous reste plusieurs sujets d'importance en lien avec ça, notamment la publication du bail, les clauses importantes. Donc, on a beaucoup de choses encore à voir là-dessus, mais je veux vous donner le temps aujourd'hui de peut-être aller lire les modèles, comme je vous le disais tantôt, pour la vente d'entreprise. Donc, aller sur Simbad ou utiliser les fichiers d'aujourd'hui pour lire ces modèles-là. Et peut-être aussi aller voir dans votre centriste, si vous y avez accès, comment ça fonctionne pour des listings de location au cas où vous auriez des questions parce que vous avez un atelier pratique lundi le 16 avec Eric. Okay? Donc, prenez le reste du cours d'aujourd'hui pour valider tout ça. Et nous, on va se revoir lundi le 23 janvier. OK? Donc, lundi prochain, c'est un atelier avec Eric. Et nous, on se revoit pour la théorie lundi le 23. C'est un cours de 9 à midi seulement. Donc, ça va aller vite. Idéalement, soyez là à l'heure, OK? Parce que ça va aller vite comme cours. Parfait? Donc, je vous souhaite encore une fois la bonne année. J'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes reposant. Et nous, on va se revoir le 23 janvier. S'il y a quelque chose entre-temps, vous m'écrivez. D'accord? Donc, bonne fin de journée, bonne semaine et on se revoit dans 2 semaines.